Vous écoutez Europe 1, il est 8h21. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin Louis Gallois, l'ancien patron de ADS et le coprésident de la Fabrique de l'Industrie. L'industrie au cœur des problématiques de l'économie française. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Vous interviendrez ce week-end dès cet après-midi, d'ailleurs aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, où la compétitivité animera les discussions. Les mesures annoncées par le gouvernement cette semaine sont-elles suffisantes pour assurer le redressement économique du pays, Louis Gallois? Première précaution, je ne connais pas les mesures économiques du gouvernement. Ce que je vois, c'est une orientation qui me paraît positive, profitant d'une embellie de l'économie qui est manifeste actuellement. Et je pense qu'il faut effectivement entretenir ce mouvement. Alors, on voit bien quelques éléments. La formation, les compétences, ça me paraît tout à fait décisif. Le plan d'investissement, ça va dans le bon sens également. 50 milliards d'investissements, y compris la formation, je trouve que ça va dans le bon sens. Dont on ne connaît pas encore les contours précis et la ventilation. C'est M. Pisani-Ferry qui va nous dire ce qu'il y a dedans. Il faudra le juger sur pièce. Mais je trouve que ça va dans le bon sens. Tout ce qui prépare le numérique va également dans le bon sens. Et je sais que le président de la République a toujours été très sensible à la dimension numérique. Je pense que c'est essentiel. Mais maintenant, on attend des choses plus carrées, plus précises. Mais Louis Gallois, de nombreux observateurs économiques, patronaux, les Français dans leur ensemble d'ailleurs, constatent que les mesures de baisse d'impôts qui avaient été annoncées pendant la campagne présidentielle sont en grande partie différées. N'est-ce pas pourtant l'un des principaux handicaps de notre pays ? Je dois dire que je ne suis pas extrêmement surpris de cela, parce que... Finalement, ça ne change pas, quoi. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas très surpris, parce que je connaissais la difficulté de l'équation financière française, budgétaire française, et dès lors qu'on se fixe un objectif, le retour à 3%, et je crois que c'est un objectif politique, c'est pas un objectif économique, le 3%, de réduire le déficit à 3%, c'est un objectif politique de crédibilité de la France en Europe. Non mais ça c'est intéressant, Louis Gallois. Pardon, je vous interromps là-dessus, parce que ça veut dire que cette espèce de mantra de 3% de déficit, le plafond fixé par l'Europe, de notre PIB, ça n'a pas une validité économique certaine. On peut être à 3,2, 3,5, 3,7 de déficit, être performant. La différence entre 3,1 et 2,9 n'est pas très sensible. Elle est politiquement importante. Et je pense que le gouvernement, sur ce point, a fait un choix que je peux comprendre, qui est d'afficher pour 2017 3% ou moins de 3%. Mais est-ce qu'on ne risque pas de décourager les investisseurs, l'esprit d'entreprise? Je vous ai lu récemment, vous souhaitiez une transformation rapide de l'impôt sur la fortune en impôt uniquement centré sur la rente et la propriété immobilière. Idem pour la taxation sur les revenus du capital qui devrait être lissée. Là aussi, ce ne sera pas pour 2018, mais au mieux pour 2019. Est-ce qu'on ne s'apprête pas à perdre un an au minimum? On pourrait toujours souhaiter tout faire en 2018, mais il y a une équation qui est difficile. Et moi, je ne souhaite pas non plus que les baisses de dépenses publiques soient suffisamment drastiques pour remettre en cause la croissance que nous voyons apparaître. Il faut aussi tenir compte de cet élément. Déjà, l'effort qui va... 1,6 de croissance annoncée, contre 2 dans la moyenne de la zone euro, donc on se glorifie des 1,6, mais c'est pas encore Monsieur non plus la Lamias, panacée. le 2% de la zone euro est dû largement aux effets de rattrapage de l'Espagne et du Portugal. L'Espagne sera à plus de 3% parce qu'elle vient de l'abîme. Qui venait de très loin. Elle vient de l'abîme. Le Portugal également, ce sont des pays qui remontent. Et ce qui ne veut pas dire qu'un 6 soit suffisant, mais c'est mieux qu'un 1 ou un 2. Donc on est sur une dynamique de croissance, je pense qu'il ne faut pas la casser, il faut l'entretenir, et je comprends que ça entraîne quelques ajustements sur le plan fiscal. Mais est-ce que cette dynamique de croissance peut être, d'une manière ou d'une autre, ralentie ou cassée par une baisse excessive de la dépense publique? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a une phrase très forte, il a dit « La France est droguée à la dépense publique ». C'est vrai que c'est 56% de notre richesse nationale, ça doit être 10 points de plus que dans le reste de l'Europe. Est-ce qu'il faut à tout prix baisser cette dépense, ou finalement ça fait partie de notre modèle? Je pense que ça fait partie très largement de notre modèle. Ce qui est le plus important, c'est ce que dit la Cour des comptes, c'est l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que la dépense publique est véritablement efficace? Mais moi, je ne souhaite pas une baisse de la dépense publique qui remettrait en particulier
en cause les services publics dans une partie de la France. Parce qu'on voit bien qu'il y a une partie de la France qui est en train de souffrir, qui n'est pas dans le mouvement de dynamisme. Il ne faut pas que cette partie de la France décroche. Et les services publics, c'est un moyen de lui éviter de décrocher. Alors où est-ce qu'on peut faire des économies dans les dépenses publiques? Qu'est-ce que vous suggéreriez? Moi, je pense qu'il faut regarder dépense par dépense celles qui sont comment les rendre plus efficaces. Je pense qu'on peut faire des économies d'efficacité, mais je ne suis pas pour une réduction drastique de la dépense publique. Louis Gallois, vous avez dirigé de très grandes entreprises publiques, ou en tout cas l'État joue un rôle majeur. Bruno Le Maire souhaite que l'État se sépare d'un certain nombre d'actifs. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est inutile pour la France? Ou est-ce que l'État, finalement, ne devrait pas détenir des parts ou la totalité d'entreprises? Écoutez, la participation de l'État dans des entreprises peut trouver de différentes justifications. Il y a des justifications qui tiennent à l'indépendance nationale, à la sécurité, c'est par exemple EDF. Moi, je suis pour que EDF reste une entreprise publique. Quand on gère 58 tranches nucléaires, il me paraît très important que l'on soit une entreprise publique. Bon, ça c'est incontestable. Il y a des entreprises dans lesquelles la présence de l'État est due à des difficultés passées. C'est le cas de PSA. L'État, la BPI maintenant, 12% du capital. 7 qui ont été cédés à la BPI il y a quelques mois. De 12% du capital de PSA, c'était dû aux difficultés de PSA. C'était parfaitement compréhensible. Par exemple, Air France, est-ce qu'il est normal que l'État détienne, c'est 17,58, je parle sous le contrôle d'Axel de Tarlé, % du capital d'Air France? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais moi, je suis tout à fait pour que le portefeuille bouge. Le portefeuille des participations de l'État bouge et que peut-être certaines entreprises puissent être vendues si ça permet de dynamiser d'autres secteurs. Pourquoi pas? Moi, j'y suis plutôt favorable, oui. Louis Gallois, l'un des premiers chantiers, en tout cas mis en avant par le gouvernement, c'est la réforme du travail, du code du travail. On en parlera d'ailleurs avec la ministre en charge de ce dossier, Muriel Pénicaud, dimanche dans le grand rendez-vous. Il s'apprête à mettre en œuvre, le gouvernement, cette réforme par le biais des ordonnances. Ça veut dire qu'il veut aller très vite. C'est la priorité absolue pour vous, la réforme du travail? Il a raison, parce que je pense que les Français supportent de plus en plus mal des débats qui durent 2 ans entre le moment où on engage la discussion du projet de loi et le moment où les décrets d'application sont produits. Je pense que ces délais sont totalement excessifs. Il va falloir revoir la manière dont travaille le Parlement et je pense que les ordonnances, dès lors qu'il y a un véritable débat sur la loi d'habilitation, sur la loi qui permet les ordonnances et sur la loi de ratification des ordonnances, et dès lors que le dialogue social est mené comme il l'est actuellement, et je reconnais, Madame Pénicaud fait un travail remarquable dans ce domaine. Ah bah là, elle a mis un produit assoupissant dans la tasse de thé des syndicats qui ne disent rien. Ça, faut le remarquer. Non, mais les syndicats sont en pleine concertation. On verra après le résultat des courses. Mais je trouve que la méthode qui a été utilisée est bonne, et moi, les ordonnances, ça ne me choque pas, ça fait partie de la Constitution. Vous savez, le 49.3 ne me choquait pas. Alors, mais au-delà de la méthode législative, les ordonnances, il faut aller vite, mais par exemple, donner plus de poids, une primauté aux entreprises par rapport à la branche ou par rapport à la loi en général, est-ce que ça va dans la bonne direction? Écoutez, d'abord, je pense que ça va dans la bonne direction, et je pense en plus que la discussion a permis de trouver un équilibre nouveau en donnant des responsabilités supplémentaires dans certains domaines aux branches, et évidemment en donnant une grande force à la négociation dans l'entreprise. Négociation d'entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait des syndicats. Et donc il y a un problème de comment faire en sorte que les syndicats puissent se trouver bien dans l'entreprise. Ça suppose, moi je suis pour le chèque syndical, il paraît que ça ne passionne pas les foules, mais moi je suis pour le chèque syndical. Qui est, semble-t-il, en tout cas au cœur de la réforme. Sur la table, mais ça ne passionne pas les foules, il paraît que... Bon, et je suis aussi pour la formation, les carrières des syndicalistes, de telle manière qu'on ait des syndicats matures, responsables dans les entreprises. Louis Gallois en parlait de PSA il y a un instant, vous en présidez le conseil de surveillance. Nicolas Hulot, hier, annonçait la fin des voitures diesel et essence pour 2040. Est-ce un coup dur pour les constructeurs et PSA en particulier? Non, c'est pas un coup dur. Je ne sais pas si en 2040 il n'y aura plus de voitures à essence. Il indique une direction. C'est ce qu'il veut.
il indique une direction qui est celle de la voiture électrique. Moi, je trouve que, vous savez, en 2023, 80% de la gamme de PSA sera soit hybride, soit électrique. Et avec des conséquences en termes d'emploi, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça change le volume d'emploi, de fabrication? Est-ce que c'est ce qu'il faut aussi anticiper? Ce qu'il faut, c'est avoir le maximum de valeur ajoutée sur les moteurs électriques en France ou chez les constructeurs, et c'est ce à quoi nous nous attachons, c'est-à-dire à maîtriser totalement les moteurs électriques. Mais ceci étant dit, l'orientation est donnée, il faudra que ça soit la même chose dans toute l'Europe pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, mais je pense que c'est une orientation qui guide une bonne direction notre industrie. Merci Louis Gallois. Merci Louis Gallois d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Fabien, vous le disiez, on vous retrouvera dimanche. Absolument. Avec Muriel Pénicaud.